Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Steve Forgette. Steve qui est également connu comme, grâce à son blog, un blogueur qu'on appelle aussi le jeune investisseur immobilier. Bonjour tout le monde. Bonjour Patrice. Bonjour Steve, bienvenue. J'ai invité Steve. Bien sûr, il va nous parler de comment il a commencé dans l'immobilier. Qu'est-ce qui l'a intéressé, comment il a commencé, ses premiers achats. Il va nous parler également de son blog, comment ça a commencé tout ça. Ça a pris quand même une bonne importance. Puis également, surtout, parce que Steve, c'est un acheteur quand même qui est actif en ce moment sur le marché. Il a réussi à doubler son parc immobilier cette année. Puis pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que le succès en tant qu'investisseur immobilier, c'est de bouger, peu importe les cycles. Même si c'est moins facile en 2018 que c'est l'été en 2008. Steve bouge, fait que ça fait plaisir de voir ça. Fait que Steve, pour commencer, peut-être nous expliquer, peut-être te présenter un petit peu de quelle région que tu viens et tout. Et surtout, c'est quoi qui t'a intéressé à l'immobilier pour commencer? Originalement de Lanaudière. Je suis retourné dans Lanaudière depuis quelques mois. En fait, ça fait 1 an. J'ai après une quinzaine d'années à Montréal. Donc là, maintenant, je suis un Lanaudois de nouveau. Dans la région de Joliette, hein? Je suis maintenant entre les deux. Entre les deux? Ouais, c'est ça. Mon parc, il est divisé en deux. J'en ai la moitié dans Ville-Marie à Montréal, la moitié au centre-ville de Joliette. Ah, donc, OK. on est en plein milieu à Repentigny. À Repentigny, OK. Et qu'est-ce qui m'a emmené en immobilier? Écoute, plusieurs petits facteurs, là, mais je pense que j'ai baigné là-dedans un peu quand j'étais plus jeune par mon père et ma mère. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, mon père, dans les années 90, là, c'était un peu difficile en immobilier. Puis, il y avait ce fameux restaurant-là dans mon village, là, sur la route 131 à Notre-Dame-de-Lourdes, qui s'appelait La Vache qui rit. La Vache qui rit. La Vache qui est bien qui connue rit. dans la région de Joliette, en effet. Exactement, mais qui n'existe plus, mais... Ouais. Il allait toujours déjeuner là, puis il revenait de déjeuner. Il parlait à tout le monde, il connaissait tous les petits potins. Puis il était revenu à un moment donné, en 92, là, à peu près. Et la serveuse du restaurant allait perdre la maison voisine du restaurant. OK. Et bref, ma mère l'avait acheté en reprise de finances, juste avant qu'elle tombe en reprise de finances, pour la louer. Donc, c'était une première expérience locative qui a été assez désastreuse. Mais dans le fond, c'était juste pour aider le... Non, c'était vraiment parce qu'on avait une opportunité d'acheter une maison pas chère OK. pour la louer sur une route très bien située. Mais mes parents travaillaient énormément, puis on a fait des mauvais choix de locataires. OK. Et bref, quand ma mère s'en est redépartie quelques années plus tard, la maison a été détruite pour... il y avait quelqu'un qui s'est installé il faisait pousser de la marijuana, puis il avait détruit les murs, arraché et tout. Là, Et l'année d'après, mon père avait... toujours en revenant du même restaurant, La Vache qui rit, là, je me rappelle plus exactement du scénario, mais c'était soit que la personne elle avait le cancer ou qui était en train de se divorcer. Ok, c'est un des deux, là, mais je sais qu'il était décédé quelques mois plus tard. C'était un ancien marché aux puces qui avait toujours sur la route 131 à Notre-Dame-de-Lourdes, qui était bien connu. Là, En tout cas, faudrait peut-être réouvrir ce restaurant-là parce qu'il y a des belles Ben oui, mais non, c'est fait. On n'ira pas Et là-bas. effectivement, la personne allait perdre encore, je crois, un grand terrain là, de 100 000 pieds carrés et tout. Puis mon père avait fait des mini-entrepôts. Donc, on avait géré ça pendant presque une dizaine d'années là, à l'époque. Puis là, c'est ça qui t'a fait que t'as trempé dans l'immobilier parce que c'est toi. Je m'en occupais beaucoup, là, la location des mini-entrepôts, l'entretien des terrains. Quel âge t'avais à ce moment-là? 16 ans. Ça va. 15 ans, 16 ans. Jusqu'à début de vingtaine, puis jusqu'à temps qu'ils s'en départissent. Après ça, j'ai mis ça sur la glace pendant longtemps. Je me suis mis à voyager beaucoup en Amérique centrale, en Afrique. Okay. Et j'ai fait une maîtrise en gestion de projet. Et c'est durant cette maîtrise-là, dans un cours d'analyse financière de projet d'investissement, on avait eu à analyser un vrai projet. Okay. Et avec ma collègue Cindy, son père était entrepreneur et il était en train de construire à Saint-Lin un triplex. Dans un but de le vendre, il nous avait posé la question, est-ce que je devrais le garder ou le vendre? Donc, on se ramène là en 2001-2002, là, cette question-là. Okay. C'était pas du tout la même C'est toujours une question d'actualité. Hein, Et on avait quand même, à l'époque, sans savoir que le marché allait exploser, on lui avait recommandé de garder ses immeubles pendant une quinzaine d'années et de les revendre par après. Pourquoi? On avait fait les calculs de rentabilité, là, comme on l'apprenait dans ce cours-là, là, avec la vanne, le tri et parce les que sans le savoir, justement, c'était avant que le marché monte. Oui, tout à fait. Et nous, on avait calculé qu'il allait faire plus d'argent en les gardant 15 ans qu'en les revendant à l'époque. Sans savoir que ça monterait en flèche. Effectivement. Wow. Puis après ça, là, quelques années plus tard, c'est là que quand j'étais malheureux dans un condo, je m'étais mis à ressortir mes fichiers Excel que j'ai toujours et que j'analyse toujours, là.
Puis pour analyser les Fait que plex. c'est ça qui a fait, bon, premièrement, tes parents t'ont intéressé par la force des choses de travailler avec eux sur le mini-entrepôt, Ouais. commencer à aller collecter les gens, Ouais. les réparations, des petites choses comme ça. Puis par la suite, lors de ton cours, tu t'intéressais à l'immobilier au niveau de le côté financier, l'analyse et tout. Effectivement. Puis ton premier achat de Plex, ça a été quoi? C'était un quadruplex en Ville-Marie à Montréal que j'ai toujours depuis 10 ans cette année. Ça va faire 10 ans dans quelques mois que je l'ai. Puis j'étais très malheureux dans un petit condo qui avait juste à côté Frontenac et Préfontaine. J'avais pas de terrain, j'avais rien. Puis mon seul objectif, c'était ça s'est très mal passé en condo avec nos copropriétaires. OK. Et donc je voulais un terrain, je voulais un garage, je voulais un barbecue, je voulais plus personne qui s'assoie dans mon escalier en attendant l'autobus. Et je voulais que ça me coûte le même prix que d'habiter en condo. Ouais. Et on s'est mis à regarder les plex qu'on a trouvé C'est ça, littéralement à côté. C'est un là. point intéressant à faire parce que justement, tu disais que vu que ça te coûte le même prix, et souvent les gens, pour commencer, vont dire hey, Patrice, je devrais-tu m'acheter un Plex ou un condo, tu sais, des gens qui débutent là, que vraiment. Et tu sais, pour le même paiement par mois, souvent, en achetant un Plex, tu vas capitaliser 3 fois plus. Ouais. Puis c'est ça qui devient magique parce qu'au bout de quelques années, c'est la capitalisation, l'équité que tu as développée qui devient intéressante. Et dans ce cas-ci, moi, c'est probablement une de mes plus belles transactions quand même. Je savais pas, là, en 2009, que le marché allait quand même exploser, mais mon Plex que j'ai payé 430 000 à l'époque en vaut plus que 700 aujourd'hui. Donc, Wow. j'ai capitalisé et la valeur du secteur a vraiment explosé de façon phénoménale. Là. Fait que ça a été ton premier achat de Plex, Ouais. première expérience en tant que propriétaire direct là, avec les locataires. Ton premier achat de multilogement. 2 ans plus tard, Oui. suite à des problèmes avec un locataire là, dans mon quadruplex, j'ai dû aller voir la banque pour refinancer, pour réparer un logement. Puis c'est là que j'ai eu la surprise de ma vie. Là. C'était que la valeur avait carrément explosé en 2 ans. J'ai pu refinancer pour acheter un 5plex. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. T'es resté surpris de la valeur qui s'était rendue ou dans le fond, t'étais pas vraiment dans divan, là, quand c'est arrivé. Là. Mais t'étais pas nécessairement dans l'immobilier pendant ces 2 ans-là. T'es juste que t'avais acheté, t'étais bien. C'était tu mon faisais tes quadruplex petites et choses. j'avais l'intention d'avoir un quadruplex, point. C'est point. Mais là, c'est par la suite. Et voilà, on cherchait avec ma soeur une maison, là, avant que ma soeur ait un bébé. On voulait pas que ma mère ait à s'occuper d'un bébé et en montant 3 étages dans son petit 4,5. Et on a dit, on va y acheter une maison avec un bachelor, puis c'était notre objectif. J'avais pas de vision. C'est de sûr grandeur, non, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, mettons que tu es dans l'immobilier, puis tu sais, tu veux grandir ton parc, là, tu regardes constamment la valeur de tes immeubles, puis tu vois un peu le marché monter. Mais à ce moment-là, c'était pas l'objectif. C'est pour ça que ça a été une surprise pour toi. Effectivement. Effectivement. Fait que là, ça a été ton premier achat de Plex. Puis un 6 logements l'année d'après. Donc mon premier là, multilogement, comme tu appelles, là, c'est en 2012. En 2012. Bon, OK, good. Puis celui-là, 6 logements, ça a été... comment tu l'as trouvé? Est-ce que... Sur Centris. Moi, j'ai presque tout trouvé sur Centris. Ah, c'est bien. Qui était en vente depuis longtemps. Personne faisait des offres d'achat. Et j'ai envoyé à ma courtière Nathalie Néron, avec laquelle j'ai travaillé sur presque toutes mes transactions. Et on a fait la transaction, on a acheté ça pour un prix qui était pas cher, mais trop cher. C'est mon expérience là, maintenant. Là. Puis je le trouvais donc pas cher à 355 000 à côté de l'hôpital à Joliette. Mais pourquoi tu dis trop cher maintenant? L'erreur qu'on a fait et qui nous fait encore mal, c'est qu'à l'époque, on était beaucoup moins expérimenté et j'étais tellement focusé sur le prix et sur les ratios et tout, j'ai complètement sous-estimé les travaux à faire. À court terme. OK. Et ça nous fait très mal. Encore aujourd'hui. Ouais. Mais souvent, tu sais, le temps arrange les choses quand même. Ça, c'était en 2012. Quand même, la valeur a monté. Là, fait que ça t'a permis de... Un peu. On est à Joliette, là, on n'est pas à Montréal. Okay. Ça l'a monté un peu. Je n'ai jamais fait réévaluer, mais basé sur ce qui se passe du marché, je connais assez. Là. J'ai acheté à 355 000, je suis pas sûr que ça vaut 450. Là. OK. Parce que les revenus sont assez... Là, compte tenu des travaux que tu avais à faire, parce que je pense que tu me disais tantôt que tu avais... Sur une sur un 20 ans, c'est pas grave. Là, je me suis trompé de peut-être 50 000 à l'achat, c'est pas grave. C'est juste que en termes de cash flow... Ça aurait juste aller plus vite, un peu plus la ville. C'est ça. Ouais, tu n'as pas eu la chance d'utiliser la vélocité de l'argent au maximum à ce moment-là. OK, fait que là, tu as commencé, bon, tu as un Plex, acheté un 5 logements, un 6 logements. Maintenant, parle-moi donc de ton blog. D'où que c'est venu Jeune Investisseur Immobilier? Comment tu as commencé ça? C'est quoi l'idée? C'est quoi que moi, je suivais beaucoup de blogueurs français particulièrement parce que j'en trouvais pas ici au Québec qui parlaient d'immobilier. Les blogueurs français, ici, les blogueurs, québécois qui parlaient d'immobilier, c'était des courtiers, c'était des journalistes. Il y avait personne qui parlait de sa vraie expérience et c'était toujours des articles très génériques sur l'état du marché, sur pourquoi investir dans un plex. C'était des trucs génériques, mais personne parlait, je trouvais, de la vraie vie.
Et je me suis dit, tiens, il y avait un blogueur français qui m'inspirait et j'ai répliqué ça un peu ici. Et c'était pour parler de mes expériences, c'était pour parler de mes bons coups, de mes mauvais coups, d'être vraiment... et j'étais très anonyme là, mais au pourquoi départ, le nom? quand ça a commencé, là. Ben jeune, parce que bien sûr, tu as l'air très jeune, tout comme moi. Merci. Pourquoi le nom Jeune investisseur immobilier? Si j'avais posé une question à un blogueur, je crois, du journal Le Devoir, à l'époque, là, on remonte à 2009-2010, au moment, je pense, de faire ma deuxième achat, j'avais posé une question par rapport au multiplex. Et dans son texte qu'il avait écrit, il n'arrêtait pas de dire ce jeune investisseur immobilier. Et le nom me restait dans la tête comme ça. Puis j'étais tout simplement, là, quand j'ai décidé de lancer un blog, j'avais relu son article, puis jeuneInvestisseurImmobilier.com. Je trouvais que ça accrochait un peu avec ce que je voulais faire. Le nom de domaine était pas tant disponible. que je me considère jeune parce que je viens d'avoir 40 ans, mais c'est la philosophie du blog, c'est nouvel acquéreur, les nouveaux acheteurs, ceux qui veulent se lancer. Là, c'est pas tant un blog que je vais conseiller ceux qui possèdent 400 logements maintenant. Là. C'est pas l'esprit de mon blog. Là. Donc, de là est venu le nom. Oui. Et jeune investisseur immobilier. Puis, et j'étais lu par 7 personnes par semaine et j'ai trouvé ça extraordinaire. Maintenant, c'est par une quinzaine de mille. Là. Donc, oui, parce que tu as le nombre de followers, si tu veux. Sur Facebook, oui. Sur Facebook, combien vous êtes? 15 ou 16 000. Là. Wow, c'est vraiment impressionnant. Là. Moi, j'ai hâte d'arriver à 5 000. Là. Fait que, en passant, là, si vous voulez les vidéos, il en est proche de 5 000, s'il vous plaît. Ça se fait toute seule, mais moi, ce qui m'a vraiment aidé là-dedans, sans que je le sache, hein, je ne suis pas du tout expert en web, mais là, j'écris moins depuis 2 ans, mais j'ai écrit beaucoup d'articles de façon très fréquente et continue. Et je pense que Google m'aime. OK. L'algorithme et mes mots-clés et tout, là, on tape à peu près n'importe quoi sur l'immobilier, l'investissement immobilier. Je ressors généralement sur la première page. Wow, c'est fun. Fait que là, toi, ça t'a permis de contribuer, d'aider les gens. C'est le fun parce que j'ai un peu le même parallèle présentement que les vidéos. C'est que tu vas voir des gens que tu connais pas, puis viennent te voir, merci Patrice, ou merci Steve. Et ça fait plaisir parce que tu as vraiment l'impression de redonner. Hein? C'est ce que tu as vécu, ce que tu vois, puis en même temps de documenter un peu ton expérience. Oui, puis honnêtement, ça m'a forcé. Le fait d'écrire ça, puis le fait de dire mes trucs publiquement, ça m'a commis une pression que, à force des lecteurs qui se sont mis à... Ce qui me faisait très peur au début, mais il y a des gens qui m'admirent. Là, et ça me mettait une pression de réussir et d'aller plus loin et de continuer, puis de faire d'autres achats, puis de montrer que j'étais actif. Puis ça m'a aidé à me rendre plus loin. Oui, il y a beaucoup de gens qui... Et ça me met de la pression parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont acheté leurs premiers immeubles, 1, 2, 3, 4, 5 immeubles, parce qu'ils ont commencé à lire mon blog avant que toutes les autres, maintenant, forums existent. Puis ça met une pression sur... faut que je fasse attention à ce que je dis. Je suis pas une personne qui va dire oui, achète cet immeuble-là, mais les gens me posent de façon... c'est ça, c'est pas nécessairement du coaching, c'est juste l'impression de vouloir, en fait, tu veux redonner tout simplement aux gens. Puis ça, c'est important parce que c'est pas, tu sais, on parle beaucoup de legacy, puis qu'est-ce que tu vas laisser plus tard et ainsi de suite, mais au-delà de ça, c'est l'impact quotidien que tu peux avoir chez les gens. Juste parce que les gens qui n'osent pas faire le saut, puis que finalement, bon, mais Steve, ça est arrivé, puis il y a eu tel problème, puis c'est pas grave, il a passé par-dessus. Tu sais, je suis pas mort. J'ai eu un email la semaine passée d'un monsieur qui m'écrit, un jeune, là, dans la vingtaine, qui me dit « Steve, je veux tellement acheter, mais j'ai peur de faire une erreur fatale. » Okay. J'ai trouvé le mot puissant. Là. Les gens ont peur là, d'acheter, ils ont peur de se tromper. Tu sais, moi, j'en ai encore fait une très bonne cette année, des erreurs, puis une très bonne erreur là, que j'ai fait tout le contraire de ce qui est écrit dans les livres. Là. Okay. Mais même si j'avais fait mes formations et tout, tant que tu l'as pas vécu, ton erreur, tu sais, t'as beau l'avoir appris dans un cours, mais il faut que ça fasse mal un peu. Est-ce que tu as fait beaucoup? Tu parles de formation. Est-ce que tu as fait quelques formations en cours de route? Ou... J'ai fait les 2 coachings du club. Coaching de base, le coaching avancé que j'ai presque complété, mais comme je suis toujours parti en Afrique, j'ai pas encore complété le 2e coaching. J'ai fait des vidéos en ligne. J'avais pris 2 cours chez Imo Facile. Évidemment, tous les livres qui s'y lisent, je les ai tous lus. Là. Wow. Voilà. Okay, c'est super. Puis bon, OK, fait que là, le blog, bien sûr, là, ça continue, puis tu continues à contribuer. Maintenant, cette année, bien sûr, tu as fait des transactions avec notre équipe aussi. Tu as doublé ton parc, puis je trouve ça intéressant parce que pour moi, là, comme j'ai dit en entrée de jeu, ce qui est important en ce moment, ce que je veux, c'est d'écouter les gens qui bougent dans le marché en 2018. On attend toutes sortes de choses, c'est pas facile, les taux d'intérêt, puis justement, les gens ne veulent pas faire l'erreur fatale. Mais en bout de ligne, le succès dans l'immobilier, c'est les gens qui bougent, peu importe le marché.
Fait que peut-être nous partager un peu là, comment tu as passé là, de doubler ton parc cette année. C'est quoi un peu là, comment t'es sorti? Comment t'as de 94 à 2017, j'étais bloqué par mes ratios de couverture mes ratios d'endettement. OK. Parce que moi, j'avais pas planifié là, avoir un développement comme ça. Donc, j'ai fait quelques erreurs. J'ai acheté des petits plex et tout au début toute seule. Après ça, avec Philippe, ça fonctionnait bien. Mais quand je suis revenu 5 ans plus tard pour refinancer mes premiers plex toute seule, le parc était rendu beaucoup plus gros et mes ratios d'endettement étaient beaucoup trop élevés. Absolument. Parce que là, maintenant, il excluait le salaire de Philippe, il prenait 50% des revenus sur les petits plex et ça fonctionnait plus du tout. C'est ça, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait. Mais tu sais, pas une erreur parce qu'on a passé à l'action, mais c'est quand on achète des plex, un moment donné, c'est que les plex ils financent sur le revenu personnel, sur leur TD, leur BD, et non pas sur les revenus de l'immeuble. Exactement. Fait que ça devient un moment donné un handicap, malheureusement. Mais en même temps, c'est l'équité qui nous permet peut-être de passer à des plus gros. Donc, j'ai pas fait d'erreur parce que je savais pas où je m'en allais. L'immobilier, c'était pas mon revenu principal. Là. Je développais, mais bref, j'ai été bloqué pendant 3 ans jusqu'à mes refinancements l'année passée, et où là, j'ai dégagé l'équité. Et on a acheté une maison pour la flipper qu'on a payé cash avec l'argent des refinancements. Wow. Et donc là, j'avais plus une scène. OK. Et je me suis dit là, tant aussi longtemps que le flip n'est pas vendu, 1 an plus tard, il n'est toujours pas vendu d'ailleurs. Donc, et j'ai doublé mon parc malgré le fait que j'avais en théorie plus d'argent. Et je connais bien mes secteurs. Hein. J'ai dit que je suis très limité. Là. Moi, c'est Ville-Marie, l'est de Ville-Marie à Montréal. Oui. Je connais mes loyers, je sais combien ça vaut, je connais les immeubles. Quand j'en ai un qui sort sur Centris, généralement, je vois la photo. Je suis capable de nommer la rue avant que je vois l'adresse. Parce que ça fait 10 ans que je marche avec mon chien, que je marche dans le secteur, que je finissais de travailler au centre-ville de Montréal, je marchais jusqu'à chez nous, je connais le secteur. Écoutez, juste faire une parenthèse là, pour les gens qui écoutent. Là. Ce qu'il vient de dire là est excessivement important. En fait, à plusieurs vidéos là, que les gens que j'invite avec moi, c'est toujours la même chose. Puis les gens sont, encore une fois, moi je veux chercher un deal, peu importe où. C'est pas vrai. C'est le secteur, d'être maîtrisé son secteur, savoir les loyers. Puis je pense que Joël Martel, dans une vidéo aussi, a mentionné ça, c'est que juste en voyant l'image... Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, oui. Et puis tu savais exactement c'était quel immeuble. Oui, oui. C'est fort, parce que là, tu connais ton secteur, tu es capable d'identifier. Et on est capable de connaître plus qu'un secteur. Moi, l'est de Ville-Marie, je le connais. Et je connais bien Joliette. Parce que je viens de là-bas. Et comme j'ai acheté mon deuxième immeuble là-bas, j'ai continué à chercher. Et finalement, mais je cherche pas à l'Assomption, je cherche pas à Repentigny, un multiplex, et je cherche pas à Verdun. C'est mes 2 pôles maintenant que je cherche. Donc, dans la dernière année, ce qui est arrivé, c'est l'été passé, juste avant les vacances de la construction, je m'en vais sur Centris toujours, et un 8-plex semi-commercial au centre-ville de Joliette qui sort. Et le prix était vraiment... J'étais comme, tout de suite, j'ai fait, voyons donc, un 8-plex avec des revenus à l'époque de 67 000, qui était en vente, je crois, à 425 000. Puis les revenus, t'as-tu la majorité commerciale? Non, c'était moitié-moitié. En fait, en termes de pourcentage, c'était moitié-moitié. On s'entend qu'au niveau commercial, ça va pas super bien dans les petites villes. Mais il y avait un potentiel d'augmentation des revenus résidentiels assez important. On a 6 compteurs électriques en place. C'est le propriétaire qui payait l'électricité. On vient de louer. Je loue en fin de semaine le premier qui se libère depuis que j'ai acheté et je transfère déjà automatiquement l'électricité. Les autres, on va les faire graduellement. Oui. Et immense potentiel d'augmentation des revenus. Et j'ai payé, je l'ai dit dans une vidéo que j'avais fait sur mon blog cet hiver, j'ai payé le même prix que le monsieur a payé il y a 30 ans son immeuble. Donc, mais principalement parce que les revenus commerciaux à l'époque étaient beaucoup plus élevés que maintenant. OK. Donc, les revenus commerciaux ont baissé depuis 30 ans. Là. C'est intéressant, ça. Je ne savais pas ça. C'est quand même, ça doit pas être une règle, mais quand même que depuis 30 ans... Je ne généralise pas, je parle de cet immeuble-là. De cet immeuble-là et du secteur dans lequel j'étais. Là. OK. Ça dépend du type de commerce qu'il y avait, et ainsi de suite. Mais le commerce de détail, il y a 30 ans, c'était fort, absolument. C'était fort, là. Le propriétaire me disait qu'il vivait... Le logement que tu as reloué, est-ce que tu me donnes une petite idée? Est-ce que c'est quelque chose que tu as reloué à beaucoup plus haut? Pas celui-là. C'est pas celui que je t'ai dit tout à l'heure. Là, ça, j'ai repris. En fait, je viens de louer celui du propriétaire qui m'a vendu qui n'était pas loué. Mais on a loué un prix correct. Mais dans l'autre transaction qu'on a fait, là c'est là qu'on a vraiment encore une optimisation gigantesque. Celui que j'ai fait avec vous, avec ton équipe, là, on a une belle optimisation à faire. Donc, pour revenir à Joliette, fait que là, maintenant, tu vas relouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que le logement peut pas nécessairement louer plus cher, mais
Là, maintenant, l'électricité, ils t'offraient du... Ils vont être aux frais, oui, exactement. Okay. Puis quand les locataires vont commencer à quitter, écoute, ils payent en plein centre-ville, là, je sais combien ça vaut les logements. Ce qu'ils payent, c'est déjà trop bas et ils payent électricité compris. Fait que mentalement, tu étais prêt, même si tu disais que bon, que tu n'étais pas nécessairement, tu n'avais plus l'argent pour la mise de fonds. Tu étais capable de passer à travers cette transaction-là parce que ton... J'étais pas capable parce que j'avais pas d'argent, mais... Tu avais une ouverture d'aller chercher des fonds ou d'une façon... J'allais présenter le dossier à une personne qu'on connaissait qui nous avait ouvert la porte à peut-être nous financer au niveau privé. OK. Donc, c'est pas des prêteurs privés là, commerciaux que j'appelle, mais c'est vraiment des connaissances. Oui. Et qui ont une très grosse marge de crédit hypothécaire, donc avec un taux assez bas. Puis on leur a présenté le dossier avec toutes nos portes de sortie. Et ils nous ont prêté... Enfin, on a refinancé le flip avec eux, au privé. J'ai donné ma maison en flip en garantie. Ça nous coûte quand même 10 % d'intérêt, mais ça me permettait d'acheter cette propriété-là maintenant. Et là c'est vrai, j'avais plus d'argent et je me suis dit, là, c'est fini, je peux plus rien acheter. Là, ça, c'est le premier. Mais là, tu as fait une autre transaction par la suite. En mois de novembre, avec votre système VIP, là, j'ai reçu de Nick Slobodinouk, j'ai reçu un sixplex dans mon secteur Ville-Marie qui était en vente. J'ai tout de suite communiqué avec Nick, on a fait de l'analyse. J'ai fait une offre d'achat qui a été refusée, je suis arrivé deuxième. OK. Il y a plein d'autres gens dans le club d'investisseurs qui ont fait des offres, j'en connais. Sur le même immeuble, oui. Oui, il était trop haut. Il demandait 695 000. Ça valait pas ça. Mais il y avait un potentiel immense d'augmentation des revenus à court terme. L'immeuble a été complètement reconstruit dans les années 90, de A à Z. Okay. Plomberie, électricité, structure. Mais là, tu es arrivé deuxième. Je suis pas au courant de toutes les transactions qu'on fait. Ouais. Là, mais c'est comment que c'est? La transaction, suite à la visite des lieux, elle est tombée à l'eau. Puis là, toi, tu étais déjà. Le prix est resté haut. Eux, ils ont fini par baisser, je pense, en janvier. Ils ont baissé un peu le prix. J'ai réécrit à Nick. Je vais pas faire un suivi. J'ai dit, augmente. Au début, j'ai offert, j'ai offert 125 000 pièces de moins qu'est-ce qu'ils demandaient. OK. Ça n'a pas marché. J'ai refaire 5 000 pièces de plus en janvier. 5 000 de plus seulement. C'était pas beaucoup. Mais je voulais payer à peu près 600 000. Il partait de 695. Moi, j'offrais 675. Je pense que j'ai remonté à 575. J'ai remonté à 580. Et là, le jeu de la compte, j'étais tout seul. Non, il y a personne. Puis là, le jeu de la contre a recommencé. Ils sont revenus à 650. J'ai remonté à 610. Ils sont revenus à 625. Puis on a fini par s'entendre suite à l'inspection, 612. Wow. Puis toi, tu as monté dans le fond de 5 000 à chaque coup. Ben, pas à 5, non, une année, là, on a monté plus haut, mais même à 625, ça aurait pu marcher, mais le problème, c'était les revenus étaient trop bas. Donc, mathématiquement, tous ceux qui regardent juste les ratios, mon immeuble, il fait pas de sens présentement. Et toi, tu es sorti un peu du tableur Excel. Je suis en cash flow négatif. OK. En ce jour-ci, quand même, mettons, de 400$ par mois, de 300$ par mois. Mais le potentiel est énorme parce que ce que tu me contais tantôt, c'est que justement dans cet appartement-là, tu viens de relouer un logement. Ben, dans 30 minutes. Dans 30 minutes, tu t'en vas là, il s'en va louer un live. Signer son bail dans quelques minutes. Et les logements sont loués en moyenne à 560 et je connais mon secteur, je sais que je peux louer dans les hauts 800. OK. Et comme les logements ont été rénovés dans les années 90, j'ai du resurfaçage à faire. Et virtuellement des salles de bain. Il y en a certains que c'est du sablage de plancher. Il y en a qui ont été refaits en neuf. Mais même ceux qui ont été refaits en neuf sont complètement sous-loués, là, à 600. Et j'ai celui que je signe tantôt, c'est sans faire aucun travaux, autre que le caulking autour du bain, je viens de louer à 800. Je le fais passer de 600 à 850. OK. Donc, et on va faire ça x6. Ben, c'est ça. Fait que là, tu vois qu'en dedans de 2 ou 3 logements de relocation, ben, tu vas être capable de revenir dans ton cash flow. Avec celui-là ici, présentement, que je m'en vais signer tantôt, on donne ma cash flow 0. Et dans ce cash flow-là, j'inclus un prêt privé de 140 000 Wow. Okay, dans le paiement des intérêts. Donc, ça fonctionne quand même. C'est ça. C'est-à-dire que, en même temps, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, c'est la pure optimisation que tu vas faire dans les prochaines années avec ça, puis tu vas te permettre. Fait que, malgré le fait que tu n'avais pas les fonds, tu as été chercher encore une fois, en trouvant un immeuble avec du potentiel, avec des gens, des partenaires qui ont dit, OK, je suis prêt à te backer là-dessus. Exactement. Vraiment intéressant. Puis, je trouve ça bien parce que, tu sais, vraiment, quand on regarde la conjoncture présentement, les taux d'intérêt qui montent, ainsi de suite, et là, toi, sans mise de fonds, mais mentalement, tu te dis, garde, non, j'arrêterai pas là. Et là, c'est vrai que j'avais plus d'argent. C'est toujours le cas. C'est toujours là. Et bref, on était en train de faire cette transaction-là et il y a quelqu'un qui me contacte, que je connais, qui veut décider de vendre ses 2 quadruplex. OK. Que je connaissais depuis longtemps. Et je ne vais pas trop en parler là, parce que il y a un côté personnel là-dedans, mais je ne vais pas parler de l'histoire autour de ça. Mais la personne m'a contacté pour me demander à quel prix mettre ces quadruplex en vente.
Et moi, je les voulais, ces quadruplex-là, ça fait longtemps. Mais j'osais pas les approcher pour une certaine raison. T'es-tu resté objectif? Je suis resté, oui. J'ai vraiment offert, j'ai même contacté un évaluateur. Ça, c'est bon. Combien ça vaut? Tu sais, je les connais et je voulais vraiment être fair, mais j'ai osé faire quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai demandé aux vendeurs s'ils étaient prêts à me financer 100% de la mise de fonds. OK. Et ils ont accepté. Donc, j'ai fait un truc win-win, là. C'est pas un truc... Et je les paie des intérêts et tout. Puis, je pense que c'est vraiment win-win au niveau du prix que j'ai payé, au niveau de l'entente qu'on a. Et là, je me dis, jamais les banques vont accepter ça. J'ai appelé des courtiers très compétents avec lesquels j'ai fait affaire. Ils m'ont dit, Steve, jamais les banques vont accepter de financer 100% de ta mise de fonds. C'est 50% pour que ça. Et là, j'avais plus d'argent. Et j'ai appelé 2 courtiers qui m'ont répété la même chose. J'ai appelé directement un directeur de banque, de caisse. Pas un directeur de caisse, mais un directeur de compte. Et qui m'a dit, j'ai expliqué mon cas, il m'a dit, oui, on est ouvert à ça. Mais je pars en vacances, appelle mon collègue. Là, je me dis, mon chien est mort. J'appelle son collègue, j'ai expliqué mon cas, il ne s'était pas parlé. Il fait, oui, on est ouvert à ça. J'ai présenté le dossier, on a signé jeudi passé. Wow. J'ai pas mis de mise de fonds et j'ai 8 logements de plus. Exactement. Pour 5 ans. Faut toujours demander. Pour la banque, quand même, la banque, c'est sûr qu'elle a pris une caution, parce qu'on achète en compagnie maintenant, mais elle a quand même pris une caution personnelle tout le temps, sur tout notre parc. Donc, elle est rassurée. Elle sait que d'ici 5 ans, tout mon parc va être financé. On pourrait en vendre. On pourrait, juste avec la capitalisation sur ces quadruplex-là, je vais réussir à payer presque toute la mise de fonds dans 5 ans en refinançant. Pas toute, mais presque toute. Mais avec tous les autres plans B et plan C et plan D qu'on a, la banque, elle a jugé que c'était... Puis c'est important parce que bien sûr, là, on parle d'achat quasiment 100% financé. Mais le plus important là-dedans, il y a tout un dénominateur commun avec le potentiel d'augmentation. Mais là, il n'y a pas beaucoup de potentiel d'augmentation des revenus. C'est vraiment basé uniquement sur la capitalisation. Et je suis prêt à vivre avec le fait que si je ne réussis pas à tout le faire dans 5 ans, mais j'ai d'autres plans B, là. Je veux dire, il va peut-être me manquer 20-30 000. Mais 20-30 000 dans 5 ans avec un parc de 42 logements maintenant, ça ne sera pas si dur d'aller refinancer un immeuble et d'aller sortir 50 000. Là. Donc, je pense que mon risque, il est nul. Voilà. Donc, on est rendu... c'est ça, en mois de septembre, j'avais 19 logements, j'en ai 42. Tu vois, ton mindset, en ce moment, il y a des gens qui ne sont pas confortables avec ça. Puis toi, mais tu trouves que ton risque, il est nul. Fait que c'est bon parce que, justement, c'est là que tu es rendu, puis c'est une des raisons pourquoi tu bouges cette année. Fait que, écoute, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. On est déjà rendu quasiment à 25 minutes, 30 minutes. Donc, merci. Peut-être un petit mot de la fin, un petit conseil aux gens. Ou y a-tu peut-être un livre qui t'a inspiré? Y a-tu quelque chose qui m'en parle? Tout le monde en parle tout le temps, mais moi, ce qui m'a vraiment changé l'esprit, c'était Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Ça m'a vraiment... écoute, je me suis mis à dévorer tous ces livres à l'époque, peut-être en 2010. Puis ça m'avait vraiment fortement inspiré. Puis comme conseil... C'est un conseil que j'aimerais m'appliquer à moi-même. Arrêtez de dire non à la place des autres. Je le fais à tous les jours. Ah ouais, mais je sais qu'elle veut avoir tel montant. Non, je veux pas. Mais je me suis prouvé à moi-même depuis 1 an que quand je sors de cette zone de confort-là, des fois, le monde dit oui. Et je vais le chercher là au niveau même... Là, je cherche des partenaires financiers. Je me sentais comme un quêteux de demander ça. Et là, je l'ai fait. J'ai encore fait la semaine passée. Et les gens m'ont dit oui. Et ça m'a... Je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'aurais donc dû demander avant et arrêter de dire non, je peux pas demander ça. En fait, c'est le secret dans l'immobilier, que ce soit en négociation, de ne pas dire non pour le vendeur, pas dire non pour l'acheteur. Nous, en tant que courtier, je dis toujours aux gars, mets-le sur papier, demande, tu verras par la suite. Puis tu sais, faut que tu sois capable de vivre avec la réjection, mais une fois de temps en temps, ça fonctionne. C'est pas facile, j'ai encore de la misère avec ça. Puis malgré où j'en suis, je pense que pour moi, c'est mon défi numéro 1. Good. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé. Merci, Patrice. Donc, encore une fois, pour l'auditoire, merci d'être attentif, de nous suivre. N'hésitez pas à aller liker notre page Facebook, partager, d'aller voir la page Facebook aussi du jeune investisseur immobilier à côté de moi, Steve Forget, et bien sûr de le suivre et de l'encourager dans ses démarches. Donc, merci à tous. Passez une belle journée. Merci, au revoir.